Alors on passe au Rambam. Étude du jour, Sefer Mitzvot. 16 Tishrei 5786 comme moment positif numéro 105. Il s'agit comme moment qui nous a été ordonné au sujet de la liberté de la matière séminale. Ce moment inclut toutes les lois relatives à ce sujet. 3 Prakim. Donc 16 Tishrei 5786, Sefer Tahara, loi relative aux autres pères d'impureté, chapitre 15. Un doute concernant une disposition des sages. Quel est le cas? S'il y a doute s'il a mangé des aliments impurs et bu des liquides impurs ou non. Ou s'il y a doute s'il a introduit sa tête et la majeure partie de son corps dans de l'eau puisée, ou s'il a doute si 3 logs d'eau puisée sont tombés sur lui ou non. Il est considéré pur, et de même, s'il a mangé des aliments impurs, ou bu des liquides impurs, ou a pénétré sa tête et la majeure partie de son corps dans de l'eau puisée, ou a reçu 3 logs d'eau puisée sur sa tête et la majeure partie de son corps. Il y a doute s'il a touché des produits purs ou non. Ces produits purs sont considérés purs. Et de même, celui qui mange des aliments dont il y a doute s'ils sont purs, et celui qui boit des boissons dont il y a doute si elles sont impures, est pur. Et de même, celui qui consomme de la terouma, mis en suspens, est pur. Et de même, tous les cas semblables concernant des dérivés d'impureté d'ordre rabbinique. Un cas de doute est considéré pur. Par contre, quand il y a doute concernant un père d'impureté d'ordre rabbinique, cela est considéré impur, à moins que le père d'impureté soit lui-même impur par doute. Par exemple, un bête apras, la terre des nations. On ne brûle la terouma dans un cas de doute concernant un contact avec ceci, comme nous l'avons expliqué. Un doute concernant des produits profanes. Cela s'applique à l'état de pureté de ceux qui consomment leurs produits profanes en état de pureté, qui sont appelés pharisiens. Quel est le cas? Ceux qui consomment leurs produits profanes en état de pureté. S'ils ont un doute d'impureté concernant leurs produits purs, ils sont considérés purs dans tous les cas de doute et ne sont considérés impurs que dans un cas d'impureté certaine. Un doute concernant les sacrifices. Quel est le cas? Un individu auquel il mange l'expiation dont il y a doute s'il est passible de 5 sacrifices. Par exemple, une femme qui a été zava par doute à 5 reprises ou a eu 5 fausses couches faisant l'objet d'un doute si le fœtus avait déjà la morphologie d'un enfant et elle est par conséquent passible d'un sacrifice ou non. Apporte un sacrifice et est pure pour manger des offrandes. Et il n'y a pas l'obligation d'apporter le reste des sacrifices comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives à ceux auxquels il manque l'expiation. Un doute concernant une affection lépreuse. Quel est le cas? Avant qu'il soit déclaré impur par le Kohen. Un cas de doute concernant son impureté est déclaré pur, comme nous l'avons expliqué au chapitre 6 des lois relatives à l'affection lépreuse. Un doute concernant un individu qui s'arrête et concernant un individu qui passe. Quel est le cas? L'individu atteint d'affection lépreuse se trouvait sous un arbre, et un individu pur est passé. Il y a doute si l'arbre l'a recouvert de sorte qu'il est impur ou non. Et de même, si l'individu pur était assis en dessous de l'arbre, il y a doute si l'individu atteint d'affection lépreuse qui passait s'est arrêté en dessous de l'arbre, de sorte que l'individu pur est devenu impur ou non. Ce cas de doute est considéré pur. Un doute concernant un rampant. Il s'agit d'un doute concernant une impureté qui a été rejetée. Comment cela s'applique-t-il? S'il a jeté un rampant ou un élément impur au milieu de pain, s'il a jeté un pain au milieu d'éléments impurs, et il y a doute s'il y a eu contact en l'air ou non. Et le pain est pur, étant donné qu'il a trouvé le pain pur n'étant pas en contact avec l'impureté. Car toutes les impuretés ont le même statut qu'au moment où elles sont trouvées. On ne suppose pas qu'il y a peut-être été en contact avec le rampant ou l'impureté avant de tomber à côté de lui. Mais il est présumé pur, comme au moment où il est trouvé. Si un rampant mort se trouve dans la bouche d'un rat, et qu'il marche sur des pains de terouma, il y a doute s'il y a eu contact entre le rampant mort et les pains ou non. Ce cas de doute est considéré pur, parce que l'impureté n'est pas restée immobile, une impureté en mouvement permanent rentre dans la catégorie des impuretés jetées, où il y a un doute est considéré pur. Si le rat se faufilait, qu'il y a eu contact entre le rampant dans sa bouche et les pains, mais il y a doute si le rampant étant vivant et ne transmet pas l'impureté ou mort, les pains sont purs. Dans quel cas cela s'applique-t-il? S'il a pris le rampant et est parti, mais s'il est trouvé mort dans sa bouche, les pains sont impurs. Si on l'a vu le rampant vivant dans sa bouche, bien qu'on l'ait ensuite trouvé mort dans sa bouche, les pains sont purs. Et de même dans le cas d'un rampant, dans la bouche d'une belette, et une névéla dans la bouche d'un chien, il passe au milieu d'un individu pur ou des individus purs passent au milieu d'eux, un cas de doute est considéré pur.
parce que l'impureté n'a pas d'endroit fixe. La bouche d'un animal n'est pas un endroit fixe. Par conséquent, elle est considérée comme jetée. S'il les dévore sur le sol, ils sont considérés comme posés et transmettent l'impureté rétroactivement, par doute s'ils se trouvent dans un domaine privé, comme cela sera expliqué. Un doute concernant un domaine public. Quel est le cas? Si une impureté est posée dans le domaine public, qu'il y a doute si un individu a été en contact avec elle ou non. Ce doute est considéré pur. Si elle se trouve dans un domaine privé, qu'il y a doute s'il a été en contact avec elle ou non. Ce cas de doute est considéré impur. Et tous ces cas de doute qui ont été déclarés purs par les sages, même dans le domaine privé, la raison en est les objets en question n'ont pas d'intelligence pour pouvoir être interrogés comme cela sera expliqué. Un doute concernant deux domaines. Quel est le cas? S'il y a un événement impur dans un domaine privé et un élément pur dans un domaine public, ou le contraire, et un homme, a touché l'un d'eux, mais ne sait pas lequel. Ou dans le cas où l'élément impur transmet l'impureté en étant porté. Il a fait bouger l'un d'eux, mais on ne sait pas lequel il a fait bouger. Ou l'un des deux éléments transmet l'impureté par l'attente et il a recouvert l'un d'eux, mais ne sait pas lequel. Il est considéré pur, bien qu'un cas de doute dans un domaine public soit considéré pur. Quand l'individu concerné vient s'enquérir, on lui dit, si tu t'immerges, tu ne perdras rien. S'il s'immerge, il est digne de louange. Et s'il ne s'immerge pas et prépare des produits purs, ils sont purs, étant donné qu'un cas de doute d'impureté dans le domaine public est considéré pur. Si un rempart mort est trouvé brûlé et posé sur de la nourriture, et de même une cape est trouvée complètement usée, qui était impure avant de devenir ainsi, ou une aiguille impure est trouvée cassée ou rouillée parmi les ustensiles, ils sont purs, dans le domaine public comme dans un domaine privé. Et on ne suppose pas le rampant a été brûlé après avoir été en contact avec la nourriture, et que l'aiguille a été cassée ou est devenue rouillée, et la cape très usée et pure, après que des ustensiles soient devenus impurs par leur contact, car les impuretés sont présumées avoir le même statut qu'au moment où elles sont trouvées. Deux témoins disent: un individu, tu es devenu impur. Il lui dit, je suis pur. Il est digne de confiance par son attestation. Néanmoins, on ne l'exhorte pas à s'occuper de produits purs. Plutôt, il a manipulé les produits purs, ils sont considérés purs et devrait être scrupuleux même à son propre égard et ne pas manipuler de produits purs avant de s'immerger. Si un témoin dit il est devenu impur et deux témoins disent il n'est pas devenu impur, que cela concerne un domaine privé ou public, il est pur. Si deux témoins disent il est devenu impur et un témoin dit il n'est pas devenu impur, que cela concerne un domaine privé ou public, il est considéré impur. Si un témoin dit il est devenu impur et qu'un témoin dit il n'est pas devenu impur, ou une femme dit il est devenu impur et une femme dit il n'est pas devenu impur, si cela concerne un domaine privé, il est impur. Et si cela concerne un domaine public, il est pur. Sefer Tahara, loi relative aux autres pères d'impureté, chapitre 16. Et pourquoi les sages ont-ils déclaré pur un cas de doute concernant une impureté dans le domaine public? Parce que la communauté fait le sacrifice pascal en état d'impureté lorsque les personnes impures sont nombreuses. Par conséquent, si une impureté certaine est repoussée pour elle, a fortiori une impureté qui fait l'objet d'un doute, car les interdictions relatives à tous les doutes sont d'ordre rabbinique, comme nous l'avons expliqué dans les lois sur les relations interdites. Et pourquoi les sages ont-ils été stricts concernant un doute dans un domaine privé? Parce que dans le cas d'une femme sota qui s'est isolée avec un homme, bien qu'il y ait doute si l'acte a eu lieu ou non, elle est impure, interdite pour son mari jusqu'à ce qu'elle boive l'eau. Et de la même manière qu'une femme sota et son amant sont deux. Ainsi, un cas de doute d'impureté dans un domaine privé s'applique quand il y a deux personnes, mais ils sont trois, impliqués dans un domaine privé. Un doute concernant leur impureté est considéré pur, comme dans le domaine public. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si celui est devenu impur par doute et doté d'intelligence pour pouvoir être interrogé sur ce qui lui est arrivé, comme dans le cas de la femme sota. Toutefois, s'il est un sourd-muet, un aliéné ou un enfant qui ne sait pas répondre lorsqu'on l'interroge, un cas de doute est considéré pur. Quel est le cas? Un sourd-muet, un aliéné ou un enfant qui n'a pas l'intelligence suffisante pour pouvoir être interrogé, qui se trouve dans une cour ou dans un mavoï, où se trouve une impureté. Il y a doute s'il a touché celle-ci ou non. Il est pur. Et de même pour quiconque n'a pas la capacité intellectuelle pour être interrogé, bien que le doute se présente dans un domaine privé, un cas de doute est considéré pur.
Un aveugle et un individu endormi et celui qui marche la nuit sont considérés impurs dans un cas de doute dans un domaine privé parce qu'ils ont la capacité intellectuelle pour pouvoir être interrogés. Dans quel cas cela s'applique-t-il? À savoir que celui qui n'a pas la capacité intellectuelle pour être interrogé est considéré pur lorsque le fait est équilibré, qu'il n'y a pas de présomption dans un sens ou dans l'autre. Mais si les circonstances laissent présumer qu'il est devenu impur, il est impur. Comment cela s'applique-t-il? Dans le cas d'un enfant impur qui se trouve à côté d'une pâte levée et qui a de la pâte dans la main. La pâte levée est impure, car l'enfant a l'habitude de tapoter et c'est cela sa présomption, et on ne brûle pas la pâte si elle a de la terouma ou de la chala pour une telle présomption. S'il y a un liquide impur et une pâte pure, et un animal domestique, un animal sauvage ou des oiseaux dans la maison, et il se trouve une marque de leur morsure dans la pâte, on présume qu'ils ont bu du liquide et ont mordu la pâte et l'ont rendue impure. S'il y a une vache et entre le liquide et la pâte, pour qu'elle en suive sa langue, la pâte est pure. Et pour les autres animaux, il faut qu'il y ait suffisamment d'espace pour que leur bouche sèche. S'il y a moins d'espace entre l'eau et la pâte est impure. Et s'il y avait un chien, même s'il y a un liquide à côté de la pâte, elle est pure, car il n'est pas dans l'habitude du chien de laisser de côté la nourriture et d'aller vers l'eau. S'il se trouve dans la pâte une marque de picorement de coque, s'il y a suffisamment d'espace entre le liquide et le col pour qu'il puisse essuyer sa bouche sur le sol, la pâte est pure. Et sinon, elle est impure, car on présume qu'ils ont bu et ont mordu la pâte avec le liquide dans leur bouche. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si le liquide est limpide, de sorte que le reflet du visage à l'enfant y est visible. Mais s'il est trouble, la pâte est pure, car s'il y avait mordu avec le liquide dans la bouche, la trace de liquide aurait été visible sur la pâte. Et si l'eau est limpide, bien que la pâte soit présumée impure, on ne brûle pas pour une telle présomption la pâte, mais on la met en suspens. Quelle est la présomption pour laquelle on brûle la terouma et la chala dans un domaine privé? S'il y a le pas dans la maison, et des rampants et grenouilles s'y promènent, et s'ils trouvent des morceaux de leur chair dans la pâte. Si la majorité de ceux qui s'y promènent sont des rampants, la pâte est impure et doit être brûlée. Et si la majorité sont des grenouilles, elle est pure. S'il y avait des produits impurs et des impuretés, par exemple un rampant mort à côté de lui, au-dessus de lui, et qu'il s'est enveloppé de sa cape, et s'il y a doute si les produits impurs ont été en contact avec la cape quand il s'en est enveloppé ou non. S'ils sont dans le domaine privé, un cas de doute est considéré impur et les produits purs qui sont présumés avoir ensuite été en contact avec la cape sont impurs, car un doute d'impureté causé par un homme est un fait sur lequel on peut s'enquérir, même si l'impureté se trouve dans un récipient posé sur le sol. Cela est considéré comme un cas où il est possible de s'enquérir. Et s'ils sont dans le domaine public, un cas de doute est considéré pur. Et s'il est quasi certain qu'il y a eu contact, un cas de doute est considéré impur. Quand un pain de terouma se trouve sur une planche en hauteur et qu'il y a une couche foulée par un zave en dessous, il est impossible quand il tombe qu'il ne soit pas en contact avec la couche, et il est impossible que si le pain tombe, il ne soit pas en contact avec la couche foulée, bien la couche se trouve dans un plan incliné, et un individu vient et trouve le pain à un autre endroit pur, et reste pur. On ne craint pas que le pain soit tombé sur la couche et roulé pour atteindre un endroit pur, car on suppose qu'un homme est venu et l'a pris et l'a posé à cet endroit. Et s'il dit « je suis certain que personne n'est entré ici », le pain est impur, car il est certain qu'il est tombé et a touché la couche foulée en tombant. Un enfant qui se trouve à côté d'un cimetière des fleurs de lys Alors, un enfant qui se trouve à côté d'un cimetière des fleurs de lys à la main, bien qu'il n'y ait des fleurs de lys qu'à l'endroit de l'impureté dans le cimetière, un cas de doute est considéré pur. Peut-être une autre personne les accueillit et lui a donné. Et de même, quand un âne se trouve dans un cimetière, ses ustensiles qu'il porte sont purs. Et on ne dit pas qu'il s'est peut-être frotté avec eux sur le sol et ont été en contact avec un tombeau parce qu'il n'a pas d'intelligence pour être questionné. Et les ustensiles sont trouvés et ne sont pas en contact avec l'impureté, et toutes les impuretés sont déterminées suivant le moment où elles sont trouvées. Un enfant qui a pris la main de son père ou était sur ses épaules, un cas de doute le concernant dans un domaine privé est considéré impur parce que son père peut être interrogé à son sujet.
Les sages ont défini 4 sortes de doutes susceptibles de se présenter dans le cas d'un enfant. Un enfant qui ne sait pas marcher, que sa mère a posé et est venue et l'a trouvé à sa place, et on ne suppose pas qu'une femme impure est peut-être venue et l'a embrassée et enlacé. Si l'enfant a commencé à rentrer et à sortir, ses vêtements sont purs et non considérés comme foulés par hasard, comme les autres vêtements des ignorants, eh bien, qu'il soit pur, on ne prépare pas de produits purs sur cet appui, c'est-à-dire en s'en remettant à cette présomption. S'il grandit jusqu'à ce qu'il ait l'aptitude intellectuelle pour être interrogé, un cas de doute est considéré impur dans un domaine privé. S'il grandit jusqu'à atteindre l'âge de préserver son corps de l'impureté, on peut manger des produits purs en se remettant à ses présomptions. S'il sait préserver ses mains, on peut manger, si l'on a touché à ses mains, des produits purs. Comment l'examine-t-on? On le fait s'immerger, on lui donne des produits profanes en tant que terouma, c'est-à-dire qu'on lui dit d'observer les mêmes conditions de pureté que pour la terouma. S'il sait préserver son corps, on peut manger après avoir touché à son corps des produits purs. Et s'il sait préserver ses mains, on peut manger après avoir touché ses mains des produits purs. Sefer Tahara, loi relative aux autres pères d'impureté, chapitre 17. Soit le volume d'une olive d'un cadavre dans la bouche d'un corbeau. Il y a doute s'il a recouvert un homme et des ustensiles dans le domaine privé ou non. L'homme est impur par doute, à condition qu'il ait l'aptitude intellectuelle pour être interrogé. Les ustensiles sont purs parce qu'ils n'ont pas d'intelligence pour être interrogés. Et de même, celui qui remplit un récipient d'eau 10 fois et verse dans 10 récipients et un rampant mort est trouvé dans l'un d'eux. Et le récipient où est trouvé le rampant est impur et les autres récipients sont purs, bien que tout soit sujet à un doute de crainte que le rampant mort fût dans le récipient qu'il a rempli au début parce que ce sont des récipients et n'ont pas d'intelligence pour être interrogés. Et si le récipient qui a servi au remplissage a des bords, étant donné qu'il est possible que l'eau sorte du récipient et que le rampant y reste dans le bord, tous sont impurs. Et de même, celui qui remplit 10 seaux l'un après l'autre et verse dans 10 récipients d'un seau dans chaque récipient, il ne fait pas de distinction entre le premier et le dernier, c'est-à-dire qu'il ne sait pas quel récipient a été rempli en premier et quel récipient en dernier. Les 10 seaux et les 9 autres récipients sont purs, car on suppose que le rampant mort était dans ce récipient au départ. Si les seaux ont des bords, tous les seaux ainsi que tous les récipients sont impurs. Quand on verse un liquide d'un récipient à un autre et qu'il se trouve un rampant mort dans le récipient inférieur, le récipient supérieur est pur. Et on ne suppose pas qu'il, le rampant, est tombé du récipient supérieur, mais il se trouvait peut-être dans le récipient inférieur et l'on s'en remet à ce doute parce que ce sont des ustensiles qui n'ont pas d'intelligence pour être interrogés. Si un panier a été utilisé pour des produits purs, qu'un rampant y est trouvé après que les produits soient retirés, s'il y a un fond ou un bord, malgré l'absence de fond, tous les produits purs pour lesquels il a servi sont impurs, même si le panier avait été examiné avant que les fruits y soient déposés et recouverts. Peut-être un rampant mort est tombé au moment où il a levé la main après l'examen, et même s'il a utilisé pour des produits purs dans un coin et l'a porté dans un autre coin et a trouvé à l'intérieur un rampant mort, tous les produits sont impurs, mais ne sont pas brûlés, car on présume qu'une impureté l'a été transportée d'un endroit à un autre, c'est-à-dire que lorsqu'on transporte un récipient d'un endroit à un autre et qu'une impureté est trouvée, on présume qu'elle s'y trouvait avant qu'il soit transporté, pour ce qui est de mettre en suspens la terouma, mais non pour ce qui est de brûler. Celui qui vide une citerne de vin et remplit des jarres, s'il enfonce chaque jarre dans la citerne et la remonte et qu'un rampant est trouvé dans la première, toutes sont impures. S'il est trouvé dans la dernière, celle-ci est impure et toutes sont pures. Car on suppose que c'est après qu'il ait rempli les premières que le rampant est tombé dans la citerne. S'il a vidé la citerne avec un récipient et versé dans les jarres jusqu'à les remplir et qu'un rampant mort s'est trouvé dans l'une d'elles, celle-ci seulement est impure et toutes sont pures. Car on suppose que c'est seulement dans celle-ci que le rampant est tombé ou qu'il était dedans avant que l'on verse le vin à l'intérieur. C'est pourquoi, s'il a examiné chaque jarre avant d'y verser du vin et de la recouvrir ensuite, et qu'un rampant mort a été trouvé dans l'une d'elles, toutes sont impures. Et de même, si le rampant a été trouvé dans la citerne ou dans le récipient utilisé pour verser le vin, dans les jarres, tout est impur. S'il ramasse des olives de la cuve fausse destinée à recevoir les olives afin qu'elles deviennent plus tendres et produisent davantage d'huile, et les monte sur le toit pour les faire sécher, et qu'un rampant est trouvé sur le toit au milieu des olives. Les olives qui sont dans la cuve sont pures. On présume que le rampant mort est tombé au milieu des olives sur le toit et n'était pas présent dans la cuve. S'il est trouvé dans la cuve, les olives de la cuve sont impures et les olives sur le toit sont pures. S'il est trouvé entre le mur et les olives sans être en contact avec les olives sont considérées pures.
Si le rampant mort est trouvé dans un bloc d'olives collés ensemble et le bloc est sur le toit, si c'est dans les 3 jours qui suivent la sortie des olives de la cuve, même les olives dans la cuve sont impures, car on suppose que ce bloc a été formé dans la cuve, avec un rampant à l'intérieur. Et s'il est trouvé après 3 jours où les olives ont été montées sur le toit, la cuve est pure, car elles se sont peut-être regroupées et ont formé un bloc sur le toit durant les 3 jours qui ont suivi. Celui qui prend un morceau de pâte et un rampant se trouve le morceau coupé. Seul le morceau est impur. S'il se trouve dans la pâte principale, seule celle-ci est impure. S'il se trouve à l'intérieur du morceau coupé, même la pâte est impure. Un aliment fruit impur, dont la graine se trouve dans un pain ou sur un mets bouillant, bien qu'il n'y ait pas dessus de liquide susceptible d'humecter ce qui est en contact avec lui. Le pain ou le mets est impur, car on suppose que tout l'aliment, le fruit, est tombé à cet endroit et a fondu dans le pain ou du fait de l'ébullition, et que la graine est restée. Si la graine est trouvée sur un pain ou à l'intérieur d'un mets froid, ils sont purs. Bien qu'il y ait un liquide dessus, on ne présume pas que ce liquide est issu du fruit impur, car on suppose que seules ces graines est tombée après que l'aliment, le fruit qui la recouvre, est pourri, de sorte qu'elle ne transmette pas l'impureté. S'il y a dans la maison des aliments fruits impurs et des aliments fruits purs, et qu'une graine est trouvée dans la maison dans un pain ou sur un mets bouillant, et on ne connaît pas l'état du fruit dont il est issu, on se réfère à la majorité. Et de même, s'il y a du sang pur et du sang impur dans la maison, et qu'il se trouve du sang sur un aliment, on se réfère à la majorité. Une fois du sang fut trouvé sur un pain de Teruma, et le fait fut présenté aux sages qui déclarèrent le pain pur, car même si l'on suggère que c'est le sang d'un rampant, il se peut que ce soit le sang d'un rampant en vie qui est pur. Si de la viande est trouvée dans une ville où il y a des animaux morts et des animaux abattus rituellement, on se réfère à la majorité. Et de même, s'il y a un petit animal mort dont on doute s'il s'agit d'un rampant ou d'une grenouille, on se réfère à l'espèce qui se trouve en majorité dans cette ville à cette époque. Telle est la règle générale pour ce que l'on trouve, on se réfère à la majorité. Si une femme entasse le chaume dans une cour et qu'un rampant est trouvé au milieu du chaume, elle est pure, car le rampant ne transmet pas l'impureté en étant porté et on ne suppose pas qu'elle l'a touché. Si le rampant est trouvé sur le chaume, elle est impure, de crainte qu'elle ait touché. Si elle passait le grain au tamis, qu'il s'est trouvé un rampant au milieu des produits dans le tamis, elle est pure. S'il se trouve sur le tamis, elle est impure par doute, de crainte qu'elle ait touché. Et tout cas de doute qui se présente dans un domaine privé est considéré impur, comme nous l'avons expliqué. Amen.